Il y a une chose qu'aucune puissance militaire du Moyen-Orient ne peut acheter. Pas des missiles, pas des chars, pas des bases avancées. La certitude que personne ne peut faire tomber le système de l'intérieur. C'est cette certitude qu'Israël est en train de perdre. Pas à Gaza, pas au Liban, pas face à l'Iran, de l'intérieur. Et ce qui rend ce moment différent de toutes les crises précédentes, c'est que ceux qui parlent ne sont pas des journalistes d'opposition, pas des manifestants dans la rue, pas des capitales arabes hostiles. Ce sont ses propres généraux. Benny Gantz, ancien chef d'état-major de Tsahal, l'un des militaires les plus respectés de l'histoire moderne d'Israël, a regardé la caméra et dit quelque chose que personne à ce niveau n'avait jamais dit publiquement. Netanyahou priorise sa survie politique personnelle au-dessus des objectifs militaires déclarés. Ce n'est pas une accusation venue de l'extérieur. C'est le verdict de l'homme qui recevait les mêmes briefings de renseignement que le Premier ministre. L'homme qui sait exactement ce qui a été accompli et ce qui ne l'a pas été. Et Gantz n'est pas seul. Voilà ce qu'on va décortiquer ensemble, avec les faits, avec les chiffres, et avec la question que personne ne pose encore assez directement. Commençons par les faits dans l'ordre. Benny Gantz quitte le cabinet de guerre d'urgence, pas discrètement, publiquement, avec une déclaration qui accuse explicitement le gouvernement d'avoir trahi la mission. Gadi Eisenkot, lui aussi ancien chef d'état-major, formule des accusations identiques. Deux anciens chefs de l'armée la plus scrutée du Moyen-Orient qui disent publiquement que la guerre a perdu son cap. Ehud Olmert, ancien Premier ministre, Yuval Diskin, ancien chef du Shin Bet, Dan Halutz, ancien chef d'état-major, tous ont pris la parole. Tous remettent en cause non pas l'ennemi extérieur, mais la cohérence stratégique du gouvernement en place. Quand les architectes historiques du système de sécurité d'Israël dénoncent celui qui le dirige aujourd'hui, la fracture a atteint ses couches les plus profondes. Et voilà ce qu'il faut comprendre sur ce que ça signifie concrètement. Quand les généraux cessent de croire au commandant, l'armée cesse d'être un outil politique cohérent. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité opérationnelle. Si cette analyse vous apporte quelque chose que vous ne trouvez pas ailleurs, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. On continue. Pour comprendre pourquoi ces critiques internes sont structurellement différentes de toutes celles qui ont précédé, il faut comprendre sur quoi repose la coalition Netanyahou. Elle avait été construite sur une promesse unique, une justification centrale pour expliquer pourquoi des factions idéologiquement incompatibles avaient accepté de gouverner ensemble. Cette promesse, la destruction totale du Hamas, le démantèlement complet de son infrastructure, le retour de chaque otage et l'établissement d'une nouvelle réalité sécuritaire régionale. Mais voilà le problème structurel que le script officiel ne vous dit pas. Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, les ministres d'extrême droite dont Netanyahou a besoin pour survivre, ont rendu une chose absolument claire. Toute concession significative dans les négociations sur Gaza, tout arrangement qui n'implique pas un contrôle israélien permanent, et ils quittent la coalition. Ce qui signifie la chute du gouvernement. Ce qui signifie des élections que Netanyahou perdrait selon les sondages actuels. Traduit en langage stratégique, Netanyahou est structurellement incapable d'aller là où les circonstances l'exigent. Ce n'est pas une question de volonté personnelle, c'est une impasse architecturale. La guerre ne peut pas être gagnée sans clarté politique. La clarté politique ne peut pas exister sans un gouvernement capable de faire des choix. Ce gouvernement ne peut pas faire des choix sans se dissoudre. Maintenant, parlons de ce que Washington voit et que les alliés de Netanyahou préféreraient que vous ignoriez. La question précise que l'administration Trump pose en privé aux officiels israéliens est simple et dévastatrice. Qui gouvernera Gaza demain ? Qui financera sa reconstruction? Quelle sera sa structure politique? Et quelle est la position d'Israël sur la normalisation avec l'Arabie saoudite? Ce sont exactement les questions auxquelles Netanyahou ne peut pas répondre, non pas parce qu'il ne le veut pas, mais parce que sa coalition ne le lui permet pas. L'administration Trump est transactionnelle, et la transaction sur laquelle elle est concentrée au Moyen-Orient n'est pas la poursuite de la guerre à Gaza, c'est l'accord nucléaire avec l'Iran, c'est l'architecture régionale élargie. Ce sont les accords d'Abraham et leur expansion potentielle qui exigent au minimum l'apparence d'une avancée vers un règlement politique palestinien. Mohamed Ben Salman attend. Il peut attendre jusqu'à la prochaine élection israélienne. Certains partenaires ont plus de temps que d'autres.
Un gouvernement politiquement paralysé qui choisit sa survie sur la clarté stratégique n'est pas un partenaire utile pour ce que Washington tente de construire. Voilà maintenant les 5 manifestations concrètes de cette fracture interne. Parce qu'il ne s'agit pas d'une crise politique abstraite. Elle est visible, chiffrable et déjà en train de produire des effets. Première manifestation. La Cour suprême israélienne a statué que l'État ne peut pas continuer à exempter les hommes ultra-orthodoxes du service militaire tout en finançant leurs études. Netanyahou ne peut pas appliquer cette décision sans perdre les partis ultra-orthodoxes essentiels à sa majorité. Il ne peut pas non plus défier indéfiniment la Cour sans provoquer une crise constitutionnelle d'un autre type. C'est une impasse dans l'impasse. Deuxième manifestation. Des manifestations simultanées à Tel Aviv, Jérusalem et Haïfa avec des centaines de milliers de participants revendiqués au pic du mouvement. Ces protestations ne portent plus seulement sur les otages, elles portent directement sur la capacité de Netanyahou à gouverner et sur la direction globale de la guerre. Troisième manifestation, la mobilisation prolongée des réservistes. Des ingénieurs, des médecins, des entrepreneurs retirés de l'économie civile pendant des mois consécutifs. Le modèle économique complet d'Israël, construit depuis décennies sur la perception d'être un hub stable d'innovation technologique, a subi un dommage sérieux à sa réputation internationale. Quatrième manifestation, les familles des otages encore retenus à Gaza. Ces personnes qui auraient toutes les raisons de soutenir toute action militaire susceptible de ramener leurs proches sont devenues certaines des voix les plus critiques de la stratégie de Netanyahou. Parce que ce qu'on leur dit en privé et que certains disent désormais publiquement, c'est que les opérations militaires continues ont rendu le sauvetage des otages plus difficile, pas plus facile. La guerre menée au nom du retour des otages est peut-être précisément ce qui les empêche de rentrer. Cinquième manifestation. Les sondages. Si des élections avaient lieu aujourd'hui, Netanyahou obtiendrait environ 22 à 25 sièges à la Knesset avec son parti Likoud contre 32 actuellement. Un Premier ministre qui a survécu à des scandales de corruption, à des crises constitutionnelles, à 3 élections en 2 ans, voit désormais son soutien s'éroder à l'intérieur même de sa base électorale traditionnelle, pendant la guerre au nom de laquelle il justifie chaque décision. Voilà maintenant ce que personne ne relie suffisamment fort. Ce qui se passe en Israël aujourd'hui n'est pas une crise conjoncturelle. C'est un symptôme structurel du fonctionnement réel du pouvoir au XXIe siècle. Les démocraties à système de coalition fragmenté produisent des gouvernements structurellement incapables de prendre les décisions stratégiques de long terme que les crises sécuritaires exigent. Netanyahou n'est pas un cas unique. Il est l'expression d'un système dans lequel survivre politiquement et gouverner stratégiquement sont devenus des impératifs contradictoires. En 1973, la guerre du Kippour avait failli détruire l'État d'Israël en 72 heures. Tsahal s'en était sorti, parce que ce qui avait permis ce rétablissement, c'était précisément l'unité du commandement, la certitude que les généraux et le gouvernement parlaient d'une seule voix. Cette certitude n'existe plus. En 2006, la guerre au Liban contre le Hezbollah s'était terminée sans victoire décisive. La commission Winograd avait documenté les défaillances de planification stratégique au plus haut niveau. 19 ans plus tard, exactement les mêmes questions sont posées par exactement les mêmes types d'acteurs. La leçon n'a pas été tirée. Un commentaire avant qu'on continue. Pensez-vous que les fractures internes d'Israël affaiblissent sa position stratégique? Ou le pays a-t-il toujours su surmonter ce type de crise? Écrivez-le en commentaire. Et partagez cette vidéo, c'est un sujet que les plateaux télé ne traitent pas avec ce niveau de profondeur. On continue. Voilà maintenant les horizons temporels que personne ne regarde encore. Dans 2 ans, si aucune architecture politique crédible pour Gaza n'a émergé, les conditions d'un nouveau cycle de violence seront déjà en place. Et les capitales qui auraient pu contribuer à une solution en auront tiré leurs conclusions sur la fiabilité d'Israël comme partenaire. Dans 5 ans, la question de la normalisation avec l'Arabie saoudite sera résolue d'une manière ou d'une autre, avec ou sans Israël, selon que ce dernier aura été capable de produire un interlocuteur gouvernemental cohérent. Dans 10 ans, la génération qui fait son service militaire aujourd'hui, dans des conditions de mobilisation prolongées sans objectif stratégique clairement défini, sera la génération qui votera, qui gouvernera, qui décidera de ce qu'Israël veut être. Et la question que vous devez vous poser maintenant est la suivante. Est-ce qu'une société peut traverser ce niveau de fracture simultanée, militaire, politique, économique, sociale, sans que quelque chose de fondamental se reconfigure dans sa manière de se gouverner? Ce que ce moment nous dit, c'est quelque chose de précis.
pas la défaite d'une armée. Tsahal reste une force redoutable. La technologie israélienne reste une réalité. La résilience de ce pays face à la pression extérieure n'est pas en question. Ce qui est en question, c'est la cohérence stratégique. La capacité à prendre des décisions que la politique intérieure rend insupportable. La possibilité d'avoir un partenaire gouvernemental qui peut parler d'une seule voix à Washington, à Riyad et à ses propres généraux. Le XXIe siècle ne se gagne pas avec la puissance de feu seule, il se gagne avec la cohérence. Et en ce moment, cette cohérence fait précisément défaut. Ce n'est pas la fin d'Israël, mais c'est le début d'une recomposition dont personne ne contrôle encore l'issue. Abonnez-vous et activez la cloche, on couvre ce dossier en temps réel. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que Netanyahou peut encore renverser cette dynamique ou la fracture est-elle déjà trop profonde? Je lis chaque réponse. À très vite.